littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ma feuille blanche me parle, elle voudrait que je lui écrive. À cette heure, il est tard, mais de sommeil elle me prive. Dans la nuit blanche de mes écrits, envahi par l'inspiration, mes idées noires, je transcris. Elles qui nourrissent ma passion. Dans la nuit blanche de mes écrits, ma passion commande ma plume. De mes états d'âme, le contenu d'écrit, je suis le feu de l'insomnie. Le feu que l'insomnie allume dans la nuit blanche. Je suis le solitaire. Et si ma mémoire flanche, mon stylo n'est point solitaire. Au service de ma rime, 4 murs, mon auditoire. Et quand s'installe la déprime, mes paupières sont mon miroir. C'est un extrait de poésie de la pensée profonde, un texte de Roméo le Vieux et Soquet. Lui qui est né au milieu des années 80 dans la ville montagneuse de Nkongsamba au Cameroun. Roméo le Vieux et Soquet est un passionné de sport, voyage, lecture et écriture. Après son baccalauréat, il suit ses études de biologie à l'université de Douala avant de s'inscrire en psychologie à l'université de Yaoundé 1. Cet amoureux de la nature est aujourd'hui enseignant d'éducation physique et sportive dans un lycée de Yaoundé. Sa passion pour les belles lettres l'a incité à produire Poésie de la pensée profonde, qui est son premier recueil de poèmes, et on espère pas le dernier. Ces textes semblent traiter des sujets apparemment très simples au travers d'une musicalité enivrante et d'un lexique accessible qui pourtant recouvre des thèmes aussi complexes que ses formes de texte. Bienvenue à l'auteur. Le point littéraire, l'entretien. Parole à présent à l'auteur qui est là pour le cas d'espèce poète. Bonsoir Roméo le Vieux et Soquet. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Royal FM et de pouvoir échanger autour de votre livre. Le plaisir est partagé. Je dois avouer que vous êtes un poète, mais un parcours atypique. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour passer d'un baccalauréat SE pour se retrouver en études de biologie à l'université de Douala, et puis plus tard en psychologie à l'université de Yaoundé 1, et puis finalement terminer comme enseignant d'éducation physique et sportive. Alors parlez-nous un peu de ce parcours, on aimerait connaître l'homme et le comprendre. Vous avez raison, mon parcours est véritablement atypique. Depuis ma tendre enfance, on m'a toujours trouvé des talents littéraires, lesquels talents je n'ai pas voulu suivre parce que ne voulant pas faire le même parcours scolaire que mes sœurs. J'ai choisi de me diriger vers les études de sciences expérimentales. Oui. Mais depuis tout petit, j'avais commencé à suivre les pas de Césaire, Senghor, Verlaine, Hugo, tous ces grands poètes, oui, voilà, toutes ces grandes plumes que j'essayais de recopier. Je savais pas ce que je faisais à l'époque, quoi. Donc j'essayais de transcrire à chaque fois. Donc vous avez une passion ici de matrice de vie. Et puis vous avez une passion bien établie pour le livre ou la littérature de façon générale, mais finalement vous faites des études de biologie. C'est un peu contraste. C'est un contraste. C'est un véritable contraste, mais lorsque on regarde l'histoire, on se souvient que les véritables philosophes étaient mathématiciens, physiciens, anthropologues. Donc ce n'étaient pas des experts des sciences humaines, quoi. Donc mon parcours peut paraître atypique aujourd'hui dans le contexte actuel, mais le talent n'a pas de parcours. Permettez-moi d'insister. D'abord la biologie, pourquoi ?
C'était un choix. Je voulais être médecin à cette époque. Lorsque j'ai choisi d'aller en seconde C, ensuite premier des baccalauréat, je voulais être médecin. Et je me suis dirigé à l'université de Douala. À Douala, il paraît que c'est pas très évident. Le contexte n'est pas très favorable pour ça c'est vrai. Pour les études. Oui, ça c'est vrai. C'est vraiment pas favorable. Et puis c'est de là que j'ai réussi le concours à l'entrée à la fonction publique. Et je me retrouve à Yaoundé où je continue. Je reprends des études de psychologie. Oui. Et on a l'impression que la psychologie n'est finalement pas éloignée de ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire écrire des poèmes. Est-ce que finalement vous ne vous inscrivez pas comme un poète psychologue? Parce que d'ailleurs le titre du recueil, c'est Poésie de la pensée profonde. Donc on sent tout de suite que vous faites une psychanalyse quand même des lettres. Ça c'est vrai, monsieur Jean-Jacques Foucault, on pourrait le dire. On pourrait le dire, je suis véritablement un poète qui essaye d'exorciser l'être humain dans son être, dans son paraître, dans son subconscient. Oui. C'est cela même l'essence du recueil que j'ai produit en 2021, Poésie de la pensée profonde. Oui. C'est un livre qui s'attaque à tous les aspects de la société. Il y va des programmes politiques, de l'amour, des relations entre les hommes. Il y va de tout, du mysticisme, un peu de tout. On touche un peu tout dans la poésie de la pensée profonde. Alors dans quel contexte le texte naît dans l'esprit de l'auteur? Est-ce que c'est chaque fois vous avez écrit un texte et puis finalement un jour vous avez décidé de mettre dans un recueil? Parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur, il y a des poèmes qui ont été écrits en 2018, il y a des poèmes qui ont été écrits en 2020. Ah, bref, il y a plusieurs années, est-ce qu'on écrivait pour s'amuser et finalement on s'est dit, il faut un recueil de poésie? Au départ, j'écrivais pour m'amuser, mais les poèmes qui sont partie intégrante de Poésie de la pensée profonde étaient écrits justement dans le but de paraître dans un ouvrage. C'est vrai qu'ils ont été triés sur le volet parmi beaucoup d'autres poèmes qui ont été rédigés entre-temps. Et j'ai choisi ces 69 poèmes pour paraître dans cet ouvrage aussi. C'est plusieurs parties. Oui. Des parties qui portent un titre, c'est plutôt aussi atypique. Est-ce qu'il y a un effet de sens recherché à travers d'abord les titres et ensuite plusieurs chapitres? C'est exactement cela. Oui. Quel est l'effet de sens recherché? Rechercher l'éveil de la conscience africaine. Il faut parler de l'Afrique et des politiques. Rappeler aux jeunes Africains d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Essayer de leur rappeler leur histoire. Leur dire ce qui est dangereux et peut-être essayer d'éveiller cette conscience africaine qui ne semble pas être implémentée, qui ne semble pas être ancrée dans les consciences de nos jeunes aujourd'hui, qui veulent beaucoup plus singer des habitudes occidentales. C'est la première partie, justement, qui a pour titre d'ailleurs de l'Afrique et des politiques. À l'intérieur, vous semblez dire que l'Afrique est mal partie. Elle est vraiment mal partie. Mal en point. Est-ce que l'Afrique finalement est désorientée? Pas seulement l'Afrique, le monde il est mal parti parce que le monde court à la dérive. L'Afrique est mal partie, l'Europe aussi, l'Asie aussi, l'Amérique aussi. C'est le monde qui va à la dérive. Mais l'Afrique devait marcher ou bien elle devrait crever dans ce monde. Sinon, elle ne devrait pas pouvoir exister. C'est le poème liminaire, Marchoukré, Petite Afrique. Oui. Donc, je voulais à la conquête bien... de l'Afrique, justement. Ouais, justement, à la conquête. Marchoukré, Petite Afrique. Sinon, le monde se fera sans toi. Tu es trop frêle pour donner la voix au Conseil des Nations prolifiques. Alors contente-toi, Petite Afrique, d'acheter les civilisations avec les richesses de tes nations. Ainsi, tu seras démocratique. À la conquête de l'Afrique qui veut la paix prépare la guerre. Alors là, on est à Yaoundé le 23 août 2013. Justement. Est-ce que le contexte est resté le même? En 2023, aujourd'hui, il y a plusieurs pays africains qui tentent de s'affranchir d'une certaine domination. Moi, je vois tout de suite le Mali, avec des leaders qui tentent de donner quand même la voix
Encore plus, puisqu'en 2013, nous avions un contexte qui était marqué par l'ingérence des forces occidentales dans les pays africains et cette faiblesse des dirigeants africains qui n'arrivaient pas à dire non. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants comme ceux du Niger, du Mali, du Burkina Faso qui semblent dire non. Voilà, de dire non à ces forces occidentales colonisatrices qui veulent garder la main mise sur les richesses de l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, 10 ans après, le contexte s'impose encore plus aux consciences africaines. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est un texte qui nous a particulièrement marqué. À l'intérieur, vous dites pas de discours de Tartuffe, mais plutôt des actes concrets. Ce n'est pas des hommes forts, mais des institutions stables. Alors dites-moi, que peut un FAMAS dans la main d'un bébé? Ce dont l'Afrique a besoin, c'est l'union des cœurs et non l'opposition des corps. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est des hommes qui donnent force et savoir à qui de droit, et non ceux qui l'échinent, plient face au braconnier de l'Ouest. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de l'alternance systématique, mais des alternatives pacifiques. Alors, moi, je vais peut-être m'arrêter là. Est-ce qu'il y a et continue à avoir trop de discours en Afrique, sans action? Vous savez, le discours motive l'action. Oui. On ne va pas faire dans la langue de bois. Le discours motive toujours l'action. Il n'y a pas d'action sans discours. Monsieur Foucault, vous ne pouvez pas vous lever de chez vous sans avoir pensé à faire quelque chose. Vous vous mettez à poser un acte. Il aura fallu que vous fassiez un discours, au moins intérieur, dans votre subconscient. Il faut concevoir l'idée. Il faut justement de concrétiser plus tard. Il faut d'abord concevoir l'idée. Et justement, le discours, c'est l'idée. S'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'action. Donc, on ne pourrait pas accuser les Africains de toujours se perdre dans les discours. Il faudrait absolument qu'il y ait d'abord le discours afin que les actions soient implémentées. Vous avez bien conscience que tous les Africains ne pensent pas qu'il faut des institutions stables, mais quelquefois des hommes forts, pour impulser une certaine dynamique, pour peut-être tracer le chemin à suivre. Bien sûr. En fait, ces hommes qu'on peut appeler dictateurs, ces hommes qu'on peut... Est-ce que l'Afrique, de quoi véritablement l'Afrique a besoin? Des institutions fiables, stables, qui fonctionnent bien? L'Afrique a besoin de tout ça. En fait, je crée l'amalgame dans ces vers-là. Je dis, dites-moi que ce n'est pas des hommes forts, mais des institutions stables. Alors, dites-moi, que peut un FAMAS dans la main d'un bébé? Un FAMAS, c'est une arme de haut calibre. Oui. Si vous mettez une arme de haut calibre dans la main d'un enfant, qu'est-ce qu'il en ferait? Une arme de haut calibre, je la considère comme une institution forte. Mais si vous n'avez pas un homme fort pour la guider, qu'est-ce qu'il en ferait? Il n'en ferait rien. Donc l'Afrique a besoin des institutions fortes et des hommes forts. Et là, on présente souvent l'alternance systématique comme étant un baromètre de la démocratie. Mais là, vous ne partagez pas du tout l'avis. Je ne partage pas cet avis-là, parce que les alternances systématiques dans le contexte africain, pour commencer, et même dans le contexte européen, vous savez, nous avons le cas de l'Ukraine aujourd'hui, nous avons un président qui est manipulé par d'autres forces extérieures. Donc, il ne faut pas absolument qu'il y ait une alternance pour que le pays puisse connaître... Mais des alternatives. Voilà, alors, lorsque vous parlez des alternatives, qu'est-ce qu'on regarde? On a du regard, quoi, précisément? Qu'est-ce qui peut être l'alternative dans le contexte africain où on a l'impression que tout va à volo? D'abord la paix. La paix d'abord. On ne doit pas conquérir le pouvoir en se disant qu'on va éliminer ce qui était là avant. On doit faire avec tout le monde. Oui. C'est d'abord la paix. C'est pour ça que je parlais des alternatives pacifiques. D'abord la paix. Peut-être à côté de la paix, beaucoup d'amour. D'ailleurs, c'est la deuxième partie de votre recueil. Justement. Amour, hommage et passion. Alors là, on voit bien que le poète se livre véritablement. Quelquefois, il ne faut pas avoir peur de l'amour. Et oui, il ne faut pas avoir peur de l'amour. Que pourrait-on faire sans amour, M. Jean-Jacques Foucault? Rien du tout. Que pourrait-on faire sans amour? Vous voyez le poème liminaire de cette partie, il est adressé à un homme que je n'ai pas beaucoup connu. Le titre, c'est à mon daron. Père, tu m'as appris qu'un homme n'est pas homme lorsque la maturité l'embrasse. Et quand des responsabilités viennent, le temps n'eut besoin d'assumer. Père, tu m'as appris que la peine mère n'en valait qu'un homme n'est pas homme si le silence ne l'habite. Si je m'arrête là, j'ai voulu que ce poème soit l'introduction de cette partie pour marquer
la difficulté qu'il y a à mettre beaucoup d'amour dans un projet. Quand vous mettez beaucoup d'amour, vous risquez à un certain moment de sombrer dans le regret. Donc il faudrait de l'amour, mais avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup de recul aussi. D'abord, l'amour d'un père qui conseille bien son fils, qui tient en quelque sorte la main de son fils. Mais là, on est à Tchang et on est en 2009. On aimerait connaître comment est-ce qu'en 2009 et pourquoi est-ce qu'on écrit. Est-ce que c'est pour rendre hommage directement à son père, pour les conseils, l'accompagnement qu'il a eu pour nous? Non. Si vous avez lu le poème, vous allez constater que les 3 dernières strophes disent « Père, tu m'as appris beaucoup, mais rien du tout ». Oui. Pourquoi beaucoup et rien du tout? C'était vraiment un paradoxe lorsqu'on lit la fin. C'est justement un paradoxe. Il y a comme un contraste. Ouais, justement. Tu m'as appris beaucoup, mais rien du tout. J'ai beaucoup appris par ton absence, mais personnellement, tu m'as rien appris. Ça veut dire que c'est une relation plutôt... Très conflictuelle. Très conflictuelle. Alors, il y a aussi Ange. Fille, écoute ma voix, celle d'un père déçu, las d'inutiles combats. J'ai voulu, pour toi, une vie à l'abri des démons de ma jeunesse, une enfance où tes parents te tiennent la main, maman à gauche, papa à droite. Alors aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir tous les parents. On connaît une cellule familiale un peu bousculée. Ça c'est vrai. Vous constatez que j'ai écrit le poème en 2013. Et ma fille avait 5 ans à cette époque et j'étais pas proche d'elle, j'avais pas le droit de l'approcher. Oui. Et pourquoi à un moment donné la maman ne voulait pas de rapprochement? Justement, il y avait ces problèmes d'identité, parce qu'il faut le dire, il faut pouvoir avoir le courage de le dire. Il y a ce problème d'identité qui m'a éloigné de sa mère et par conséquent qui m'a éloigné de ma fille. Donc avec tous les efforts que je faisais, j'avais pas la possibilité de me rapprocher de ma fille et ça m'a rappelé ce que j'avais vécu moi-même à un certain moment de ma vie. C'est pour ça, vous voyez, j'ai écrit au début du poème, j'ai voulu pour toi une vie au-delà des démons de ma jeunesse. Donc, je pensais à moi et je me disais, ma fille, mes enfants ne doivent pas vivre ce que moi j'ai vécu. Oui. Mais curieusement, malheureusement, l'histoire semble se répéter. Et justement. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, à l'intérieur, on parle de métaphysique du vivant. Alors, pour comprendre mieux cette partie, qu'est-ce qu'on peut dire? La métaphysique du vivant, c'est le rapport entre le matériel et l'immatériel. Nous sommes africains, on ne va pas se voiler la face et essayer de faire croire que le monde n'existe que de par ce qu'on voit. Il y a aussi cet aspect qu'on ne voit pas. Le côté caché, d'autres dimensions. La dimension mystique de la vie. Et oui, j'ai plongé dans cette dimension et j'ai décidé d'écrire quelques sonnets pour essayer de rappeler à mes frères africains qu'ils ne devraient pas oublier que cette dimension est importante. On a l'impression que toutes les parties se tiennent. Parce que là, vous posez le problème de peut-être la méconnaissance d'autres réalités, d'autres dimensions du vivant ou du vécu. Mais il y a aussi cette crise identitaire. L'Afrique rencontre ce problème entre ces nouvelles générations qui ne maîtrisent pas toujours leurs racines, leurs sources et le choc avec d'autres civilisations qui arrivent, cela devient un peu complexe. Il faut revenir aux sources absolument. Justement, il faut revenir aux sources. Et c'est de là qu'est venue la faiblesse de l'Afrique dans le choc des civilisations. On a appris aux Africains qu'ils devaient se régner pour pouvoir exister. Et les Africains ont cessé d'exister le jour où ils se sont régnés. Le jour où ils ont embrassé les civilisations extérieures, ils se sont dit que leur civilisation ancestrale était diabolique, était démoniaque, était dépassée. C'est là où l'Africain a cessé d'exister. C'est le problème même du développement africain. Prenez le cas de la Chine. La Chine ne s'est jamais régnée. Aujourd'hui, la Chine bouscule la première puissance mondiale qui est les États-Unis. Parce qu'elle a gardé son identité millénaire. Nous, les Africains, nous avons ces problèmes. Regardez votre généalogie, monsieur Jean-Jacques Foucault. Vous ne pouvez pas retracer votre généalogie il y a 200 ans. On est d'accord? Vous ne pouvez pas la retracer. C'est pas Alors, évident. quand vous allez ailleurs, les gens retracent leur généalogie sur des millénaires. Garde en mémoire des moments marquants, des pratiques marquantes
peuvent vous parler de la culture et eux, ils conservent leurs bâtiments. Nous, les cassons, les détruisons. Justement. Eux, ils conservent leur façon de vivre autrefois. Nous les régnons. Balayons du revers de la main et on adopte d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres. Justement. Désormais, on dit qu'on mange comme un blanc. Ouais, justement. On marche comme un blanc. Tu manges avec les mains, tu manges comme un villageois. C'est quoi ça? Quand on mange avec la fourchette, il mange comme un blanc, il mange bien. C'est cela la déconstruction des valeurs africaines. C'est cela la faiblesse de l'Afrique aujourd'hui. Alors, on a un chantier immense qu'on commence. On pense qu'il faut bousculer les mentalités depuis l'Afrique, c'est-à-dire le grand ensemble Afrique, mais on revient progressivement vers ce qu'il nous faut, les éléments nécessaires pour notre développement, pour notre épanouissement. Ça passe par la reconnaissance de nos éléments identitaires qu'il faut reconquérir. Ça passe par les réalités culturelles qu'il faut revisiter à travers le métaphysique, la relation qui existe entre l'homme vivant et le mort. Alors finalement, est-ce que vous pensez que c'est un chantier qui peut finalement aboutir? Oui, le chantier peut aboutir si on cesse de se régner. Si on cesse de se régner, le chantier aboutira inéluctablement. Dans la partie de l'identité, j'ai commencé avec un poème intitulé De l'autre côté du fleuve. Je vais vous le lire, je vais vous déclamer ce poème. Frère d'un Ngor, fils d'un Songo, mon frère de toujours, reviendras-tu un jour? De l'autre côté du Mungo, tu as dompté le Fako, et notre fraternité par les frontières s'est dévoyée. Je te salue. De l'autre côté du fleuve, je te regarde, l'œil nostalgique. Quelle connerie la nouvelle civilisation, elle qui chez nous a créé balkanisation. Parle-moi, gentilhomme. Ma voix est celle d'un francophone et ton verbe anglophone n'aura jamais raison de notre consanguinité. Nous sommes un, frères de sang de cette côte bantou qui est chère à notre sang. Je suis Mbo ici et toi Bakossi là-bas. Tu es Douala ici et toi. Je suis Douala ici et toi Bakweri là-bas. Tu es Banyangé là-bas et moi Banen ici. Tu aimes Shakespeare là-bas et moi Molière ici. De l'autre côté du fleuve, ne m'oublie pas. Je pense à toi. C'est 3 ans avant la crise anglophone. Un peu comme un visionnaire. Peut-être pas. Il était question déjà de préciser que nous sommes tous frères. On est tous frères. Que la langue de la civilisation qui arrive un peu plus tard, ou les deux langues, c'est-à-dire le français et l'anglais, ne devraient pas nous séparer. Constituer un élément de différenciation ou un élément de division. Justement. Aujourd'hui, vous avez terminé ce recueil de poèmes. Il est disponible depuis 2021. Justement. Ça veut dire que vous avez déjà eu les premiers retours. Le livre a forcément été testé auprès du public. Il y a déjà eu une dédicace quand même? Oui, il y a eu une présentation dédicace officielle. Alors, oui, justement, il y a eu une dédicace à la mairie de Nkonsamba. Vous savez, vous avez lu ma biographie, je viens de là. J'ai voulu commencer par là. Il faut bien partir de chez soi même. Justement, cette mairie, déjà, je salue monsieur le maire de Nkonsamba, Zoki et Paul Frédéric, qui a bien voulu organiser cette dédicace. Et je salue également toutes les personnes qui ont bien voulu répondre présentes à cette dédicace-là. Elle a eu justement, ça fait 1 an aujourd'hui, exactement un an, le 2 mars 2022, que cette dédicace a eu lieu. On se prépare pour de nouvelles aventures. Peut-être affronter Yaoundé, le public de Yaoundé, justement, on y pense déjà. On y pense résolument. Le public de Garoua, le public de Douala, nous y pensons. La poésie de la pensée profonde. Pourquoi est-ce qu'il faut lire le livre? Celui-ci en particulier, au milieu de tellement de livres qui paraissent ou qui sont remplis dans les librairies et bibliothèques. Il faut lire le livre, déjà parce que c'est un recueil de poèmes. Quelqu'un m'a dit hier justement, tu sais, chez nous les Africains, nous n'avons pas la culture de la lecture. Et puis je lui ai dit, l'avantage avec celui-ci, c'est que tu peux lire 1 page par jour. 1 page correspond à un poème. Oui. Tu peux lire 1 page par jour. Ce sont des poèmes. Donc, tu n'es pas obligé de lire 10 pages avant de t'arrêter. Donc, ce n'est pas une histoire, en fait. C'est pas une histoire sur laquelle il va falloir échelonner la lecture. Donc. Et maintenant, dans le fond, c'est un éveil des consciences. Le thème même, le titre de l'œuvre déjà le dit, pensée profonde.
c'est pas un recueil de poèmes qui vient juste s'insérer au milieu d'autres recueils qui chantent l'amour à sa bien-aimée. Vous allez constater, si vous avez lu l'ouvrage, qu'il n'y a pas plus de 9 titres qui parlent de l'amour. Oui, voilà, c'est une poésie résolument engagée. Oui. Donc, j'ai voulu m'inscrire dans ce registre d'auteurs engagés, ceux-là qui participent à l'éveil de la conscience au-delà de l'Afrique et même dans le monde. Oui, on parle de panafricanisme, on parle de tribalisme, justement. On parle de repli identitaire, c'est-à-dire que la faute, en faisant notamment à travers le premier poème, je suis d'ici, tu es de là-bas, mais on est tous frères, liés par un seul ensemble qu'est le Cameroun. Alors, finalement, quel est le meilleur, du moins le poème que vous préférez? J'ai peut-être ma petite idée dessus. Peut-être Nkonsamba. Peut-être Nkonsamba ou... Peut-être. Oui, parce que quand la colline m'appelle. Alors finalement, on se sent lié avec Nkonsamba. Toujours. Vous savez, nous autres qui sommes nés en Nkonsamba, nous avons un certain chauvinisme qui est très fort. C'est un chauvinisme qu'on ne peut pas expliquer. Nous n'arrivons pas à l'expliquer. Mais à l'intérieur quand même du recueil, vous nous faites savoir que Nkonsamba, d'une certaine façon, que Nkonsamba a un peu... Elle se meurt. Justement, le train ne passe plus. Voilà. Alors, finalement, Nkonsamba aujourd'hui, Nkonsamba hier... Ce n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cette ville-là n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais la décrépitude qui semble envahir les rues de la ville n'enlève pas chez les natifs de Nkonsamba cet amour qu'ils ont pour leur ville. Pour la ville de Nkong. Ben justement. Alors, s'il fallait dire un dernier mot sur le livre avant qu'on ne se sépare, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais, dans la nuit blanche de mes écrits, ma passion commande ma plume, de mes états d'âme le contenu décrit. Je suis le feu que l'insomnie allume. Ça veut dire, je continue à écrire. Et la nuit est mon miroir. Ceux qui veulent bien me lire, qu'ils sachent que c'est le premier, ce ne sera pas le dernier. J'ai beaucoup de chantiers littéraires en cours. On continuera à me trouver sur la scène littéraire. Oui. Et le livre, celui-ci, il est d'abord disponible, on peut l'avoir partout? Oui, il est disponible sur le site edilivre.com, il est disponible sur Amazon et il est disponible auprès de l'auteur aussi. Poésie de la pensée profonde. Moi, je vais vous donner mon dernier poème, du moins celui que j'ai le plus aimé. D'accord. Mais je ne vais pas le déclamer parce que je souhaite que les auditeurs prennent la peine d'aller chercher le livre. D'accord. C'est Mémoires d'un jeune croyant. J'imagine que vous comprenez pourquoi. Justement. Et on va se laisser là. Moi, je vais dire, je vais pas dire, même si je suis tenté. En tout cas, merci Roméo Le Vieux et Soquet d'être passé à la radio et d'avoir échangé avec nous sur ce recueil de poèmes. Merci Jean-Jacques Foucault, merci pour l'invitation. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Alors, ce soir, nous restons dans le registre de la littérature allemande et nous vous invitons à lire le classique intitulé La Métaphore. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs. La Métamorphose. Ce livre raconte l'histoire de Grégor, un fils de famille qui, un matin, se retrouve métamorphosé en cafard. Dans cette œuvre, on y lit le point de vue de Grégor qui fait tout pour accommoder sa famille, ainsi que l'histoire mouvementée de celle-ci qui essaye de s'adapter à ce changement terrifiant. Les premières lignes du livre